présente rapidement, je suis un bitcoiner et ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie sociale, la partie politique, la partie géopolitique. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est parler de ce qui se passe au Salvador, par exemple, ou faire un peu le trait d'union quand il y a des médias qui ont des questions et qui sont un peu perdus, pour pas qu'ils disent des bêtises. Ben, en fait, j'essaye de leur expliquer en étant Bitcoin maximaliste, puisque je suis un méchant Bitcoin maximaliste. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment les ordinals, mais bon, voilà, c'est pas la question. Mais dans le cadre de ça, j'essaye aussi de faire en sorte que ça soit un peu dédramatisé par rapport aux gens qui ont un petit peu peur ou des gens qui s'énervent pour que la conversation elle puisse avancer. Donc ça, c'est un peu mon background. En général, ce que j'essaie de faire, c'est que Bitcoin puisse avancer et que Bitcoin puisse fleurir et se développer et que les gens qui sont impliqués dans Bitcoin puissent faire des choses et que les choses avancent. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui part dans plein de directions différentes. Donc je vous rassure, à la fin, ça va bien se finir. Mais suivez-moi un petit peu et puis j'espère que je ne vous perds pas en cours de route. En gros, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'ombre du micro, de vous présenter une initiative populaire qu'on s'apprête à lancer. Donc, dans le cas d'une initiative populaire, ça veut dire récolter des signatures pour, à la fin, passer en votation pour proposer un changement dans la Constitution. Et en fait, l'idée de cette initiative populaire, c'est l'article 99 de la Constitution, alinéa 3, qui dit « La Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or. » L'idée de cette initiative populaire, c'est de rajouter « et en Bitcoin ». Donc, vous allez me dire « Oui, mais combien ?» Ça ne dit pas combien en or, ni en pourcentage, ni en absolu. De la même manière, l'idée, ce n'est pas de dire combien en Bitcoin, ni en pourcentage, ni en absolu. Simplement de dire on pense que ça serait important et utile et bon pour la Suisse, et bon pour la BNS, donc bon pour la Suisse en général, et bon pour l'économie suisse, d'avoir, et bon pour le franc suisse, d'avoir des réserves en Bitcoin à la BNS. Pourquoi? Comment? On va y venir. Donc, cette initiative, elle n'est pas récente. La première fois qu'on m'en a parlé, c'était en 2020. Avant ça, peut-être que ça existait déjà, mais je ne suis pas au courant. En 2020, on m'en a parlé. J'ai trouvé que c'était très rigolo. Ce n'est pas une idée de moi, donc je précise aussi. Maintenant, elle n'est pas révolutionnaire, mais voilà. Crédit à la personne qui a eu l'idée à la base. Et cette personne m'en a parlé, et moi j'ai dit, allez, je te suis. Et puis finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis cette personne, ensuite, elle a fait un groupe Telegram, elle a fait des discussions et tout ça pour lancer le truc. Puis il y a plein de gens qui ont dit, allons-y. Et puis, il ne s'est rien passé. Alors bon, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, donc, plus ou moins une année après. Et puis, il m'a dit, écoute, moi, j'ai pas le temps, et puis j'ai pas envie de m'exposer, et puis c'est compliqué, et puis c'est beaucoup de travail, maintenant que je me suis renseigné ce que ça voulait vraiment dire, voilà. Donc, pour l'instant, je mets un peu l'idée de côté. Je dis, bon, si tu vas pas la faire, je récupère l'idée. Donc, un an plus tard, j'ai fait une annonce. Et j'ai dit, voilà, je récupère l'idée, on lance le machin. Et puis, comme vous en doutez, de la même manière, ça a traîné. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était pas de recruter, mais d'attirer des gens avec beaucoup de connaissances déjà, et de bonne volonté, et de temps, et de relations, pour essayer de lancer un peu cette chose-là. Et parmi ces gens-là, il y avait des gens de l'entreprise Bitcoin Suisse, je ne sais pas si vous les connaissez, Azug, qui est un gros exchange, et voilà, ils sont bien établis, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de contacts. À une époque, ils essayaient de devenir banque, puis finalement, ça n'a pas très bien marché. Et on a discuté de ces choses-là, et puis ils m'ont dit, nous on est intéressés, on trouve que l'idée est bonne. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est le fait de faire une initiative populaire. Parce que si on fait une initiative populaire, d'une certaine manière, on rentre en confrontation. On n'a pas envie de rentrer en confrontation avec la BNS, on n'a pas envie de se présenter en tant que bitcoiner comme des, je ne sais pas comment on dit en français, des bullies, des gens qui vont venir et puis qui vont les menacer, qui vont essayer de leur tordre le bras. Nous, on a envie que ça soit dans des bonnes conditions, on pose la question, on discute, on présente les faits, voilà. Donc,
ce qui s'est passé, c'est que en avril 2022, donc quelques mois plus tard, tous ces gens-là ont acheté une action de la BNS, parce qu'on peut acheter des actions, c'est une entreprise, et puis le fait qu'il y avait suffisamment de gens qui avaient une action qui proposait quelque chose à rajouter à l'agenda de l'Assemblée Générale, eh ben, on était obligé d'en parler à l'Assemblée Générale. La société, en fait, était obligée de prendre en compte une demande de leurs actionnaires. Donc, il y a eu cette discussion, et puis il y a quelqu'un qui est venu, qui a présenté, donc le chairman de Bitcoin Suisse, a présenté en suisse allemand le pourquoi, du comment. Avant ça, ils ont écrit une lettre, etc. Et puis, ils ont été à la BNS, à l'Assemblée Générale, devant tous les actionnaires, devant tout le board, etc. Et ils ont dit, on pense que c'est une bonne idée, on pense que c'est important pour la Suisse. Donc la réponse, la BNS a dit, vous êtes gentil, mais non merci. Alors ça, c'est important de comprendre que la BNS, dans le cadre d'une Assemblée Générale en Suisse, avec des actionnaires qui étaient là, qui étaient pour la plupart des Suisses, a répondu à des gens qui sont suisses, dans le cadre d'une discussion c'est la BNS, hein, qui s'applique à la Suisse. Mais là, aujourd'hui, à ce moment-là, c'est Reuters qui diffuse la nouvelle. Donc, d'une certaine manière, en fait, une discussion qui est très locale, qui est très domestique, qui est un peu en interne par rapport à la Suisse, elle intéresse le reste du monde. Et ça, c'est quand même assez important. Donc, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, la BNS, elle a dit non. Donc, en fait, voilà ce qui s'est passé exactement. Donc là, vous voyez, il y a Lucius, qui est la personne qui est venue présenter, c'est l'Assemblée Générale. Le président de la direction générale de la BNS, il a dit ceci. Il a dit, techniquement, ce n'est pas un problème pour nous. On peut acheter des bitcoins. On peut acheter d'un point de vue légal, d'un point de vue technique, ce n'est pas un problème pour nous. Le truc, c'est que quand on sera convaincu que ça vaudrait la peine qu'on ait des bitcoins dans notre trésorerie, à ce moment-là, on le fera. Mais aujourd'hui, on considère que ce n'est pas un bon investissement pour nous. Ça ne remplit pas les critères des choses dans lesquelles on investit, dans lesquelles on met nos réserves. Donc ça, c'est très important, parce que c'était un non qui était très poli, qui était argumenté, mais c'était un non qui était en fait argumenté sur quelque chose qui était très factuel, c'est-à-dire on considère que ce n'est pas un problème, mais on considère que c'est notre choix, et que notre choix, il est justifié parce que ce n'est pas une bonne chose. Donc ça c'est assez intéressant, parce que quand il y a quelqu'un qui vous dit non, parce qu'il est anti-Bitcoin, c'est une chose. Quand il y a quelqu'un qui vous dit non en vous disant, bon ben, on regarde les choses factuellement, on se pose la question, et puis on n'a aucun problème, ni légal, ni technique, mais en fait c'est notre choix, ça veut dire que le choix, potentiellement, il peut évoluer. Donc, maintenant que l'historique a été établi, je vais vous parler de comment ça marche une initiative populaire. Parce que tout le monde sait comment ça marche une initiative populaire, parce que personne n'a aucune idée comment ça marche une initiative populaire. Oui ? Juste pour bien comprendre, en fait, la proposition, c'est de forcer à avoir une fraction en Bitcoin, ou de donner la possibilité d'avoir une fraction. Non, de forcer. Ah, de forcer, d'accord. Bah, c'est de dire qu'aujourd'hui, la Banque nationale a des réserves, oui. Quand ça marche, on va y venir. Ces réserves, elle les a sous plein de formes différentes. Ça peut être des devises, ça peut être des bons du Trésor américain, ça peut être des actions, ça peut être des titres, toutes sortes de choses. Et à partir du moment où elle a des réserves, une partie de ces réserves, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, doit être en or. Mais aujourd'hui, en gros, il y a 5-6% des réserves qui sont en or. On sait quels sont les critères qui ne sont pas satisfaits. Alors c'est ça la question. Parce que c'est facile de dire. Eh ben oui, mais c'est ça la question. Ils achètent des dérivatifs, des trucs spéculatifs. Ils achètent tout ce qu'ils veulent, ils sont relativement indépendants, ils sont extrêmement peu transparents. Alors il y a plein de gens qui ne sont pas bitcoiners qui disent il y a un problème avec la BNS. Moi je pense que ces gens-là, même s'ils n'adhèrent pas à l'idée de rajouter du bitcoin, dans un premier temps ils disent il faut plus de transparence, il faut que la BNS elle puisse justifier de ses choix et qu'elle puisse se justifier vis-à-vis des gens qui sont techniquement ses employeurs en fait, puisqu'elle bosse pour nous et pas nous pour elle. Oui. Oui, pour aller dans l'autre côté, avec l'arrivée des ETF Bitcoin, la BNS peut très bien acheter des ETF. Donc ça veut dire alors on y arrive, on y arrive. Il y a un aspect de souveraineté nationale que je n'ai pas encore abordé, mais qui est pour moi très très important.
à savoir qu'on peut faire tout et on peut faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, le fait d'avoir de l'or, c'est pas anodin. Le fait que ça soit dans la Constitution, c'est pas anodin. L'or, c'est quelque chose qui est neutre, qui ne dépend pas des États-Unis, qui ne dépend pas du reste du monde, et on n'a pas dit de l'or en papier or, on a parlé d'or physique. Donc, mais j'y arrive. Sauf que l'or suisse, il est stocké aux États-Unis. En partie là-bas, et en partie chez nous quand même. Partie. Mais encore une fois, il y a très peu de transparence par rapport à beaucoup de choses, et pour beaucoup de gens, c'est un problème. Question, pouvez peut-être juste préciser. Il y a un moment où on parle de rajouter avec l'or dans la Constitution. Oui. Puis un autre moment où la BNS s'exprime sur le fait que ça ne répond pas aux critères de réserve étrangère. L'or, c'est une réserve étrangère. C'est un autre truc, on est d'accord. Troisième Foreign reserve. point. Exact. Foreign reserve. C'est un bon point. L'or, c'est une foreign reserve. Il faudra appeler Thomas Jordan et lui poser. Faudra appeler Thomas Jordan et lui poser la question. Mais en vrai, on s'en fout un petit peu parce qu'à la limite, il peut dire des choses et mal s'exprimer. Mais effectivement, techniquement, le Bitcoin, déjà à cette époque-là, c'était déjà la monnaie nationale du Salvador. Donc on peut imaginer que ça pourrait rentrer dans cette catégorisation s'ils avaient envie de le justifier. Mais on va quand même avancer, parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais j'arrive. Bon, à la fin, il y aura plein de questions, ne vous inquiétez pas. Et puis à la fin, on va boire un verre, on va discuter. Donc l'idée du processus, parce que j'aimerais quand même que vous compreniez de quoi il s'agit, encore une fois, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont familiers ou pas du tout familiers avec le principe d'une initiative populaire? Vous avez déjà fait des signatures dans la rue? Vous avez déjà un peu une idée? J'ai fait signer plein de gens. Ok. Ben, c'est déjà pas mal. Les autres? Moi, Alors, en gros, une initiative populaire, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que le peuple suisse peut proposer au peuple suisse de voter quelque chose. C'est-à-dire que ça vient du bas, ça passe par le haut, puis ça redescend vers le bas. Dans un premier temps, le peuple, enfin le comité qui va présenter l'initiative, elle va présenter son initiative à la chancellerie. La chancellerie va examiner pour savoir si c'est quelque chose qui est potentiellement immoral, amoral, contraire au droit international, ce genre de choses. Une fois que ça fonctionne, et qu'on s'est mis d'accord et que le texte a été bien précisé, bon là en l'occurrence c'est 3 mots, mais des fois c'est carrément un paragraphe entier, à ce moment-là, la chancellerie va publier le démarrage de cette initiative. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire la récolte des signatures, et la récolte des signatures va permettre de comptabiliser le nombre de gens qui considèrent que c'est une bonne idée, et il faut que ces gens-là, excusez-moi, atteignent 100 000 personnes. Quand on a 100 000 signatures, à ce moment-là, on considère qu'il y a un échantillonnage représentatif suffisant du peuple suisse qui décide qui s'est prononcé en mettant une signature, en mettant son nom, que c'était quelque chose d'important et que ça valait la peine qu'on le vote. Ça ne veut pas dire que ces gens-là acceptent ou voteraient pour, hein. Ça veut juste dire qu'ils considèrent que c'est important qu'on en discute. Et puis, dans le cadre de ça, pour être sûr que ces gens-là, ce n'est pas juste moi qui ai rajouté 100 000 fausses signatures, ce qui se passe, c'est que chaque feuille de signature est liée à une commune, et on va envoyer ces feuilles de signature avec toutes ces signatures aux communes. Les communes vont chercher dans leurs annuaires personnels si les gens sont bien des gens qui ont le droit de vote, s'ils ont l'âge, s'ils ont le droit de vote, s'ils sont suisses, s'ils ne sont pas sous tutelle, curatelle, etc., et qui sont bien enregistrés dans leur commune. Si oui, ils tamponnent, ils renvoient au comité. Le comité ensuite accumule. Au bout d'un moment, ils vont présenter à Berne des grands cartons avec plein de signatures. Berne récupère ça, le Conseil fédéral regarde pour être sûr que tout se passe bien. Ils regardent, parce qu'à partir de ce moment-là, ils se disent, bon, s'il y a 100 000 signatures, on a envie de lire le texte pour savoir un peu de quoi il s'agit. Avant, forcément, ils ne vont pas perdre leur temps avec des trucs qui sont un peu frivoles. Et puis, à ce moment-là, ils le balancent à l'Assemblée fédérale avec leur avis. L'Assemblée fédérale regarde un petit peu ce qui se passe. Potentiellement, ils proposent un contre-projet. Et puis, une fois qu'on s'est tous bien mis d'accord et qu'on sait de quoi on parle et qu'il y a eu le projet et potentiellement le contre-projet, eh ben, on le propose aux votations et les Suisses vont se prononcer aux urnes. Combien de temps ça prend tout ça? En général, la préparation, il faut compter 4 mois.
parce qu'il y a des allers-retours, et puis ils nous disent est-ce que vous voulez une virgule ou est-ce que vous voulez pas de virgule? Est-ce que c'est Bitcoin avec une majuscule ou une minuscule? Est-ce que vous voulez mettre Bitcoin et or, ou plutôt or et Bitcoin? Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut mettre du Bitcoin? Parce que finalement, étant donné que c'est la monnaie nationale du Salvador, à ce moment-là, ça pourrait pas être dans le... Bon. Donc tout ça, ça va être 4 mois en théorie. Ensuite, la récolte des signatures, elle est incluse dans 18 mois. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la récolte des signatures, elle traîne pendant des années. Donc il y a un compte à rebours qui commence à partir de la publication dans la feuille officielle. Et on a 18 mois pour récolter les 100 000 signatures. Donc ça veut dire que bon, c'est relativement long, mais c'est relativement court aussi, c'est quand même 100 000 personnes. Et puis ensuite, quand le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale discutent de tout ça, ça met environ 30 mois. Enfin pas environ, ça met 30 mois. Pendant 30 mois, eux, ils vont discuter. Évidemment que ce n'est pas leur première priorité, donc ça va être un peu mis de côté, puis après on va en parler un petit peu, et puis, 30 mois. Prolongation éventuelle, on rajoute une année. Et ensuite, pour que ça passe en votation après ça, il faut encore attendre 10 mois. Et s'il y a des votations, des élections pendant cette période-là, on rajoute encore 6 mois. Donc en gros, à partir du moment où on commence, si aujourd'hui vous me dites tous, allez, on fait le comité, et puis demain je commence à envoyer des trucs à la chancellerie, la première espérance de pouvoir voter, c'est 5 ans, et ça peut durer jusqu'à 7 ans. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on commençait, et que tout se passe hyper bien, et qu'on a les 100 000 signatures, la votation elle est dans 5 ans. Donc, on va dire qu'on démarre. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir démarrer? Parce que là, je vous sens tous, vous êtes chaud là. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer? Il faut un comité. Un comité, ça permet d'avoir des gens qui sont responsables et qui lead le projet, d'avoir un interlocuteur par rapport à, il faut amener les papiers, etc., prendre des décisions, etc. Donc le comité, je vais y venir dans une seconde, c'est la tête pensante. Dans un deuxième temps, ce comité, il doit préparer un dossier. Alors, c'est pas à la fin du monde, mais il faut quand même préparer quelque chose parce qu'on doit quand même l'amener, puis bon, il y a des formats spécifiques, etc. Et puis, potentiellement, on crée une association en parallèle qui va permettre, en fait, de soutenir, parce qu'à un moment, il y a des gens qui disent, moi, par exemple, je vote pas en Suisse, ou je suis mineur, ou je connais plein de gens, mais j'ai pas envie de faire partie du comité. On va y venir. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir un truc en place. Dans le cadre de l'association ou de la fondation, il y a aussi, par exemple, si vous avez envie d'avoir des gens qui vont être des généreux donateurs, il y a quelqu'un qui nous donne 1 million de francs suisses en BTC pour pouvoir faire avancer l'initiative, je ne vais pas les prendre moi et ensuite être imposable moi et ensuite potentiellement avoir une responsabilité par rapport à ça. Donc en théorie, on va faire une structure externe et cette structure externe va pouvoir justement gérer ce genre de choses. Alors le comité, qu'est-ce que c'est ? Un comité, c'est 7 personnes minimum. C'est des gens qui sont juridiquement liés à l'initiative. Alors bon, en théorie, il n'y a personne qui va aller en prison pour proposer une initiative populaire, mais disons, c'est des gens qui sont, d'un point de vue légal, associés à cette initiative. On ne peut pas rajouter des gens ou enlever des gens à partir du moment où ça a été publié dans la feuille officielle. Et donc, dès qu'on commence la récolte des signatures, le comité, il est fixe. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, c'est super » et après, il a envie de changer d'avis, non. Et quelqu'un qui dit « Ah, mais j'attendais, puis j'ai envie de rejoindre », potentiellement non aussi. Et puis, dans la publication de la feuille fédérale et sur les feuilles de signature, il y a les noms et domiciles des gens du comité. Donc si vous regardez la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous fait signer un truc ou vous recevez dans votre boîte aux lettres, vous verrez en fait qu'il y a les noms et les domiciles des gens qui proposent cette initiative populaire et qui donc s'engagent d'un point de vue humain en tant que personne pour dire voilà, nous on est à la tête de cette initiative. Donc là, je vous sens super motivé, ça tombe bien. Donc la vraie question c'est, d'accord, Yves, pourquoi tu fais ça? On va poser un peu à plat. Dans un premier temps, moi je vous ai dit, moi ce que j'aimerais c'est que Bitcoin fleurisse, que les Bitcoiners soient heureux, que les Suisses bénéficient de Bitcoin, que le franc suisse bénéficie de Bitcoin, que toute la planète bénéficie de Bitcoin. Et en fait, pour ça, il faut tordre le cou aux idées préconçues, aux idées reçues, aux préjugés, aux gens qui ne savent pas mais qui critiquent, aux gens qui ont un intérêt à critiquer et à dire du mal parce qu'ils veulent protéger un peu leur business,
pour ça, il faut un débat, il faut une discussion, il faut un débat public, il faut que les gens ils aient envie d'en parler. Et en fait, le fait de faire une initiative populaire, ce que ça permet de faire, c'est que ça crédibilise cette discussion, dans le sens qu'on est obligé d'en parler. On ne peut pas dire, il y a des gens qui font quelque chose, n'importe quoi, là en l'occurrence, les retraites, il y a des gens qui disent, ouais, mais ça serait bien qu'on fasse les retraites, on peut pas dire, ah, ça ne m'intéresse pas. On est obligé d'avoir un avis, on est obligé d'en parler, on est obligé de faire quelque chose. Donc, le fait qu'on en parle, ça va permettre d'avoir une vraie discussion, et une vraie discussion, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir se poser des questions, parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas, et s'ils veulent répondre, ben, ils sont obligés de comprendre. Dans un deuxième temps, en parallèle, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que la BNS, à un moment, elle se pose des questions, et aujourd'hui, ben, elle a dit non, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, c'était très bien formulé la réponse, mais c'était nous, ça ne nous intéresse pas. Mais c'était pas nous, ça ne nous intéresse pas, mais on va se pencher sur la question parce qu'on pense que ça peut être une très bonne idée. C'est pas nous, ça ne nous intéresse pas, mais on pense que ça peut être intéressant, qu'on se reparle l'année prochaine, et d'ici là, on va créer une commission avec un projet pilote. C'était nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on s'en fout. Parce que c'est la BNS, ils s'en foutent. Donc ça, c'est un peu un problème. Moi, j'aimerais qu'ils peuvent s'en foutre, mais j'aimerais qu'ils soient obligés de se poser la question. Et qu'on soit obligé de les mettre face à quelque chose devant lequel ils sont obligés d'avoir des vrais arguments, pas juste des arguments, ça ne nous intéresse pas. Et puis j'aimerais un débat politique, parce qu'aujourd'hui, si on va voir des partis politiques et on leur dit Bitcoin, tout le monde dit non, mais en fait ils disent même pas non, ils disent je ne veux pas en parler, ça m'intéresse, je ne veux pas prendre position sur cette chose-là. Ça ne m'intéresse pas d'être associé ni en positif ni en négatif avec ça. Alors il y en a quelques-uns qui sont très très négatifs, mais tous les autres en fait, ils évitent le sujet. Donc moi, ce que j'aimerais aussi par rapport à ça, c'est qu'à un moment, il y a un journaliste qui dit, écoutez, là, il y a ce projet qui se prépare, votre parti, il en pense quoi? Et la personne est obligée de répondre. Elle ne peut pas dire, elle va essayer d'éviter la question, évidemment, mais à un moment ou à un autre, elle ne va pas pouvoir éviter la question. Donc moi, ce qui m'intéresse par rapport à tout ça, c'est qu'il y ait plus de discussion. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, ça n'a pas l'air. Donc la vraie question, la vraie réponse, c'est pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que en ce moment, on est dans une phase, vous connaissez tous la petite phrase, c'est pas une phrase, d'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, ensuite ils vous combattent et ensuite vous gagnez. Maintenant on est dans la période, ils vous combattent. Aujourd'hui, en tant que bitcoiner, ça marche plutôt bien, les choses elles vont plutôt bien. Là, on vient de voir qu'il y a la banque cantonale de Lucerne qui propose Bitcoin et en l'occurrence Ethereum à ses clients. On a vu que PostFinance, ils viennent de se lancer en partenariat avec Signum. Donc Bitcoin, c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, en parallèle à ça, tous les jours, il y a un article qui dit le prix du Bitcoin monte, mais c'est une catastrophe. Catastrophe écologique, catastrophe sociale, catastrophe tout ce qu'on veut, Bitcoin c'est pas bien, Bitcoin c'est pour les spéculateurs, Bitcoin c'est pour les trafiquants de drogue, etc. etc. Donc, moi j'aimerais pouvoir organiser quelque chose qui permette en fait, alors pas forcément de se battre dans l'autre sens, mais de désamorcer ces attaques. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, la deuxième raison, c'est qu'il y a les monnaies numériques de banque centrale qui sont en train d'arriver. Alors les monnaies numériques de banque centrale, je ne sais pas si ça vous parle, en anglais CBDC, en français MNBC. Vous êtes tous au fait? Vous trouvez ça tous hyper cool? En tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que personne? Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Donc, dans le cadre de cette inquiétude, je pense que c'est important que Bitcoin soit dans une course par rapport au MNBC pour donner une alternative aux gens. Les gens, vous, moi, hein, pas les Bitcoiners, les gens normaux. La troisième chose, c'est que la gestion de la BNS, elle est désastreuse. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de gens. De tous bords, de gauche, de droite, des banquiers, des riches, des pauvres. La BNS, il y a un problème. Et la BNS ne rend compte à personne et est très 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 secrète par rapport à comment elle fonctionne, et c'est un problème. Et puis la dernière chose, et ça va être un peu la cerise sur le gâteau à la fin, c'est que j'aimerais que la Suisse, elle rayonne à l'international. Et je pense que la Suisse, elle a un rôle à jouer par rapport à Bitcoin. Elle a un rôle à jouer par rapport à justement le côté décentralisé et démocratique de Bitcoin. Et je pense que la Suisse, aujourd'hui, les gens ont les yeux sur la Suisse, justement, avec PostFinance, avec les banques cantonales, avec ceci, avec cela, depuis plusieurs années, puisque
La Suisse était un des premiers pays où il y avait une banque régulée, en l'occurrence Swissquote, et puis en parallèle il y avait Falcon, et Falcon on s'en fout un petit peu et puis ils sont morts. Mais les premières banques régulées officielles, Zug, Crypto Valley, machin, toutes les startups qui sont allées s'installer là-bas, etc. Et en fait la Suisse est là en ce moment le projecteur sur elle. Et je pense que c'est important qu'on garde ce projecteur et qu'on continue à évoluer. Pourquoi? Parce qu'en tant que citoyen, je trouve que c'est plutôt pas mal d'être dans un pays qui est à l'avant-garde d'une technologie révolutionnaire et d'un nouveau paradigme. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc, Then They Fight You. On n'arrive pas bien à voir, mais le World Economic Forum, tout le monde sait comment ça fonctionne. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. On est dans un monde en ce moment où il y a énormément de narratifs qui viennent d'un groupe qui n'est pas une organisation internationale, qui n'est pas une nation, mais qui fait comme ça évoluer les narratifs et qui fait évoluer les lois et qui peut faire pression sur des gouvernements. Moi, ça me pose un tout petit peu un problème, et c'est un peu l'inverse, parce que là, c'est super centralisé pour le coup. En parallèle à ça, il y a l'Europe qui a décidé de faire un euro digital, mais en même temps, ils font la loi MiCA avec l'Europe, sur toute l'Europe. Donc ça, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la loi MiCA, en gros, en Europe, il y a les ordonnances et les lois, je ne sais plus, bref. Il y a des choses où les pays peuvent adopter comme ils veulent et adapter en fonction de leur propre régulation. Et puis, il y a les trucs où l'Union européenne, elle dit non, mais maintenant, c'est comme ça. Bon, MiCA, c'est comme ça. Mais le truc avec MiCA, c'est que le fait que ça soit comme ça implique aussi la Suisse. Donc la Suisse, après, derrière, elle dit « Ah, c'est comme ça en Europe, et puis nous, on est obligé de suivre, parce que sinon, après, on va avoir potentiellement pas des embargos, mais on va avoir un peu des bras de fer financiers, politiques, etc. Donc non, on va plutôt appliquer MiCA. » Et ça, c'est la direction dans laquelle on est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre une souveraineté nationale, une autonomie d'un point de vue commerce, finance, tout ce qu'on veut, parce que l'Europe a un complexe d'infériorité par rapport aux États-Unis. Bon, moi, citoyen, ça pose un peu un problème. Et puis, par rapport à Bitcoin en général, vous connaissez tous le Executive Order 6102 ? Alors, en 1933, je vous la fais super courte, je mettrai un article sur le groupe Telegram. En 1933, il y a eu la crise de 29, il y a eu des problèmes, voilà. Le gouvernement américain, à un moment, a décidé d'évaluer le dollar et donc de pouvoir jouer comment ils arrivaient à jouer pour pouvoir refaire partir l'économie et faire qu'il y ait moins la crise. Et donc, une des manières qu'ils ont trouvées qui était assez intéressante, c'était de confisquer tout l'or des Américains. Donc, que ça soit de l'or physique ou de l'or papier ou des certificats ou des lingots, que vous soyez américain ou que vous soyez résident américain ou que vous soyez américain à l'étranger, à partir de, je ne sais plus quelle date, le 1er mai 1933, à partir du 1er mai, si vous aviez de l'or, vous étiez un criminel. Et ça, ils l'ont enlevé en 76, si je ne me trompe pas. 8 ouais. Dans les années 70. Donc, ça voulait dire que d'un seul coup, si vous aviez de l'or, vous deviez aller le vendre à l'État. L'État vous le rachetait au prix imposé par la loi américaine. Après, ils se sont amusés d'un seul coup. Hop, ils ont changé le taux de l'or. Parce qu'ils pouvaient, c'était eux qui avaient tout l'or. Ils ne risquaient pas d'avoir des gens qui faisaient de l'arbitrage. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est resté dans la tête de pas mal de gens, y compris les bitcoiners, comme étant, si un jour l'État avait envie de venir et de dire vos bitcoins, on considère que maintenant, on va les récupérer et c'est nos bitcoins. En l'occurrence, vos ETF Bitcoin chez BlackRock, on considère que c'est nos bitcoins à partir d'aujourd'hui. Et bien en fait, il y a déjà eu un précédent, ça peut exister. Donc, en tant que bitcoiner, avoir un ETF, c'est bien. Avoir un papier, un certificat, une reconnaissance de dette, tout ça, c'est bien. Avoir des bitcoins dans sa poche et potentiellement, dans le cadre de ça, passer entre les gouttes, c'est un peu différent. Parce que forcément, c'est bitcoin, c'est plus difficile à confisquer. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où cette chose-là pourrait arriver.
On voit la dette américaine, on voit le remboursement de la dette américaine, on voit la dette européenne, on voit la dette française, on voit l'euro qui descend, on voit le dollar qui descend, on voit plein de choses qui se passent. Et on se dit, à un moment, potentiellement, si c'est vraiment la crise, eh ben, il y aura quelqu'un qui va dire, et si on confisquait, on ne confisque pas, mais si on organisait de récupérer, en fait, cette chose qui a de la valeur à l'international, et qu'après, cette chose-là, bah, ça va nous permettre de nous renflouer. Moi, aujourd'hui, en tant que Suisse, je n'ai pas envie de renflouer le gouvernement américain. Mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est une chose. Et puis, toujours dans le cadre de Then They Fight You, et dans le cadre de Then They Fight You, on passe au CBDC. Vous savez qui c'est, lui? Alors, lui, c'est Agustin Carstens, c'est le patron de la Banque centrale des banques centrales. Donc la BRI, qui est à Bâle, en anglais BIS, la Banque of International Settlements, en français la Banque des règlements internationaux. C'est un organisme qui est un peu comme l'OMC ou l'ONU ou comme ça. C'est un organisme international dont les membres sont les banques centrales de la planète. Alors évidemment, vous doutez bien que la Banque centrale américaine, la Banque centrale suisse et la Banque centrale européenne ont plus leur mot à dire que la banque de X ou Y pays. Et en gros, ils décident un petit peu ce qui se passe. Alors ces gens-là, en l'occurrence lui, voilà ce qu'ils nous racontent. Ils nous disent ce qui est pas mal avec la CBDC, comparé au cash, parce que souvent les gens disent ouais, CBDC c'est comme du cash, c'est qu'avec une CBDC, donc une monnaie numérique de banque centrale, la banque centrale a le contrôle absolu. Donc ça c'est une vidéo, elle est en ligne en ce moment, hein, je n'invente rien. Je vous mettrai le lien pareil. Donc la banque centrale elle a le contrôle absolu. Et puis, non seulement elle a le contrôle absolu, mais comme c'est une technologie, on a la technologie pour faire en sorte de garder ce contrôle absolu. Alors après, vous dites, bon, c'est pas cool, mais il continue. Et il dit par exemple, imaginez qu'il y a un pays qui a fait une CBDC, et puis il y a quelqu'un dans un autre pays, alors c'est rigolo parce qu'il dit third country, parce que third ça peut être un parti tiers, un pays tiers, mais en même temps bon, c'est un peu quand même les pays du tiers-monde, on s'entend bien, qui voudrait utiliser ces CBDC. En fait, il faudrait avoir le consentement de la banque centrale. Alors lui, il dit la banque centrale du pays de résidence de cette personne, parce que par exemple, aujourd'hui, il y a des pays dans le monde où c'est interdit de posséder une autre monnaie que la monnaie nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur de se faire dollariser, ils ont très peur d'avoir une hyperinflation. En général, ces pays, par exemple le Nigeria, en fait, du coup, ils ont une hyperinflation parce que comme c'est interdit, les gens, ils essayent encore plus parce qu'ils ont envie de se protéger, parce qu'il y a déjà une inflation qui est pas super. Et puis, au fur et à mesure, finalement, tout le monde se retrouve à avoir du dollar. Et puis, on voit le Naira qui part en flèche. Pareil avec le Venezuela, pareil avec le Liban, la Turquie récemment, etc. Il y a plus de pays qui ont des inflations à double ou à triple pourcentage que des pays qui sont stables aujourd'hui. L'Égypte aujourd'hui. Pardon? L'Égypte aujourd'hui. L'Égypte aujourd'hui. Donc lui, il dit, voilà, en fait, la Banque centrale pourrait interdire à quelqu'un d'utiliser cette monnaie nationale d'un autre pays. Mais de la même manière, ce qui sous-entend, sans vraiment le dire, c'est que la Banque centrale du pays émetteur pourrait aussi interdire que quelqu'un à l'étranger utilise sa monnaie. Et donc il dit, et ce qui est super, c'est que du coup on aurait un contrôle qui serait beaucoup plus grand. Donc ça, quand il y a quelqu'un qui va vous dire, oui mais quand même les monnaies numériques de banque centrale, c'est un peu de la théorie de conspiration ce que vous dites. Ça c'est le mec en charge. Lui c'est le big boss. Et lui, ça il l'a dit, et voilà, c'est pas un deepfake. Et alors en l'occurrence, il l'a dit, c'était rigolo, c'était dans le cadre d'une conférence du Fonds monétaire international, qui est quand même l'organisation internationale qui est censée aider les pays en développement. Voilà. Ça, c'est ce qu'il pense être une bonne idée de le dire publiquement. Ah, lui, il pense. Lui, ce qu'il dit pas. Ah, mais c'est ce qu'il dit pas, voilà, exactement. Alors après, vous me dites, oui, mais on est en Suisse. En Suisse, on n'a pas ça. Alors en Suisse, ce qui est intéressant, c'est que la BNS, elle a déjà commencé son programme de monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc qui s'appelle Helvetia Phase 3. Alors eux, ils disent, oui, mais c'est une monnaie numérique de banque centrale de gros. Alors je précise que là, il y a tous les liens, et puis si vous voulez prendre des photos, vous faites, mais après, il y aura tout dans le Telegram, vous pouvez aller visiter vous-même, c'est intéressant. Donc tout ça c'est en ligne hein, aujourd'hui, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de... Voilà. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est on fait une monnaie numérique de banque centrale de gros.
C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui utilise Twint et qui paye avec son compte UBS, quelqu'un d'autre avec Twint qui utilise PostFinance ou Raiffeisen. En fait, à un moment ou à un autre, en fait, il faut arriver à concilier tout ça. Et puis, l'UBS, ils ont beaucoup de cash, ils ont beaucoup de réserves, ils ont beaucoup de crédits, et puis Raiffeisen, PostFinance, pareil, et puis à un moment, à la fin de la journée, ou à la fin toutes les 10 minutes, ou à la fin du mois, ils vont faire un settlement, ils vont dire combien toi tu me dois, on groupe le tout, combien moi je te dois, on groupe le tout. Tout ça, c'est très long, c'est très compliqué. Et puis c'est encore plus compliqué à l'international, mais déjà même au sein de la Suisse, c'est déjà très compliqué, très lourd, et puis ça nécessite beaucoup de ressources, ça nécessite des gens, ça nécessite beaucoup de vérifications, et là en l'occurrence, la BNS, elle dit, mais en fait, si on faisait comme ils font avec Bitcoin, on fait une blockchain, on fait notre machin, tout le monde peut vérifier, on est entre nous, donc il n'y a personne qui va venir casser le système, on a nos échanges dans un sens, dans l'autre sens, ça rentre dans un bloc, on valide le bloc, tout le monde est content, monnaie numérique de banque centrale, blockchain, permission centralisée privée, tout le monde est content. Donc vous, en tant qu'utilisateur lambda de UBS ou Raiffeisen, vous dites, bah, écoutez, si ça peut me permettre de payer moins de frais, d'avoir des choses qui vont être plus efficaces, utiliser de la technologie, ça me fait plaisir. De toute façon, moi, ce qui me pose un problème, c'est ce que Carsten il a dit, c'est-à-dire, moi, j'ai pas envie d'avoir une monnaie numérique de banque centrale dans mon portefeuille. On est d'accord? On est d'accord. Puis là, il y a M. Moser, qui est donc membre de la direction générale de la Banque centrale suisse, de la Banque nationale, qui est à Plan B Forum à Lugano, qui fait une petite présentation et qui nous dit, très naturellement et très intelligemment, en l'occurrence, sa présentation est pas mal, elle est en ligne aussi, pareil. Il nous dit en fait, bon, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle fait des billets de banque et de la monnaie, les gens ils peuvent utiliser, tout le monde est content. Et puis après, elle va bosser avec les banques, et puis les banques, elles vont comme ça faire du prêt, faire du crédit, etc. Elles vont créer de la monnaie, et puis ça va permettre que ces banques, en fait, elles font tourner l'économie. Et il dit, mais en même temps, et si on commençait à inclure des gens qui font des stablecoins, sachant que le stablecoin, il rend des comptes à la banque centrale, puisque techniquement, il est lié à l'argent là, et puis ces gens-là, ils vont commencer à faire de l'argent numérique sur une blockchain, ça c'est la blockchain, sur une blockchain, pour que l'utilisateur lambda il puisse utiliser des choses, et puis après il peut aller faire de la DeFi sur Uniswap, et puis il va être super content avec son franc suisse numérique. Et donc tout ça, ça serait cool. Et puis bon, là je ne vous fais pas la présentation en entier, mais en gros, au bout d'un moment, il dit, mais en fait ces deux-là, ça pourrait être la même chose. Donc dans un sens, on pourrait imaginer que ici, ça c'est UBS, UBS devient un émetteur de monnaie numérique de banque centrale, de stablecoin. Et puis on pourrait imaginer aussi que si on a Coinbase Suisse qui vient s'installer là, on lui donne une licence bancaire, comme ça elle peut commencer à fabriquer un stablecoin, mais que ce stablecoin, techniquement avec une licence bancaire, ça veut dire réserve fractionnaire, ça veut dire crédit, ça veut dire hypothèque, etc. Donc lui, il commence à brouiller un peu les pistes entre ces deux trucs-là. Et là, vous dites, bon d'accord Yves, mais les théories de conspiration, ça fait 5 minutes, là. C'est là où on voit en fait que ce même Thomas Moser, dans le cadre d'une présentation à la BNS officielle sur le site, il nous dit la troisième approche, c'est on va faire un jeton en francs émis par le secteur privé, protégé conformément, blablabla. Et donc en gros, il nous dit, on pourrait faire que les banques elles font des stablecoins. Mais ce sera des stablecoins où elles rendent des comptes directement à la BNS, selon les règles de la BNS, et puis ça sera un stablecoin qui sera techniquement en fait une CBDC. Là vous me dites, bon, ok, tu tires un peu par les cheveux, ça c'est la Swiss Banking Association. Vous pensez à n'importe quelle banque, elle fait partie. Donc, toutes les banques en Suisse, elles font. Le truc, tout au bout, un seul guichet, toutes les banques font partie de cette association. Donc ça, c'est l'association des banquiers qui nous dit, alors eux, ils appellent ça un jeton de monnaie scripturale. Et en gros, ils nous disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des stablecoins en francs suisses, c'est les banques qui vont faire. De toute façon, c'est bon, la BNS, ils ont dit oui. Donc ça, c'est la suite. Ça, c'est les MNBC en Suisse. Alors, la prochaine fois que vous lirez les journaux et que quelqu'un dira « Oui, mais la BNS a bien dit qu'elle ne voulait pas faire directement une MNBC, elle va faire une MNBC de gros uniquement pour les banquiers », sachez que la MNBC, elle va vous être vendue à travers votre téléphone, par votre banque,
qui va faire en fait ce que fait Tether ou USDC aujourd'hui, ou Binance, ou voilà, et vont vous faire un stablecoin en francs suisses avec de la réserve fractionnaire, avec du contrôle, parce que Carstens il leur a dit il faut plus de contrôle, etc., etc. Ensuite, vous allez à l'étranger, vous allez payer quelqu'un dans un pays où on vous a dit que c'était pas bien que vous alliez, ou que c'est pas bien de trop dépenser là-bas, par exemple, ou que vous allez acheter quelque chose qu'on vous a dit oui mais c'est pas bien parce que l'environnement, et ben comme vous a dit Agustine tout à l'heure, et ben potentiellement vous ne pourrez pas payer. Parce qu'on a décidé que pour vous, que c'était important que la Banque centrale elle puisse garder le contrôle de sa monnaie à distance de manière électronique. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous me dites d'accord, mais la BNS, elle fait bien son boulot quand même. Il faut arrêter un peu. Alors oui, elle fait bien son boulot. Pour l'instant, c'est pas la décadence en Suisse. Il n'y a personne qui est en train de tuer tout le monde dans la rue. La BNS, ça c'est ses résultats depuis 2005. En bleu, c'est quand c'est positif, en rouge, c'est quand c'est négatif. À un moment, ici, en 2000, je ne sais pas combien, 16-17, elle a fait des résultats exceptionnels. Exceptionnels. Donc elle a dépassé 50 milliards de bénéfices. Et puis l'année prochaine, l'année d'après, elle a perdu un peu, l'année d'après, elle a recommencé exceptionnel, 50 milliards de bénéfices. Ça, c'était il y a 2 ans. Donc, ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est un peu un problème. C'est un peu un problème parce que je ne vous l'ai pas mis, parce que je vous ai mis le temps, puisqu'on est dans une conférence en français, mais c'est un problème parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Reuters, ils reprennent l'info, Financial Times, ils reprennent l'info, tout le monde reprend l'info, et les mecs, ils disent, on ne sait pas ce qui se passe en Suisse, mais la BNS, c'est la cata. C'est quel shitcoin? Oui, exactement. Je vous propose d'investir, il y a une ICO bientôt. Donc ça, c'est un problème. Et puis forcément, l'année d'après, alors là, c'est aussi les chiffres qu'on a bien envie de nous donner, et comme on a envie de nous les donner, puis c'est toujours des tours de passe-passe, comme avec tous les trucs comptables. Techniquement, ils ont réabsorbé un peu de la dette. Officiellement, ils ont fait du bénéf. Mais comme ils ont fait du bénéf, mais qu'il y avait encore beaucoup trop de dettes, eh ben, ils n'ont pas fait 132 milliards de bénéfices, hein, je vous rassure. Mais bon, bah, ils sont toujours en dette. Alors maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas si c'est un accident ou si c'est le début de la fin. Et personne ne peut savoir. Ce que je sais, c'est que ça allait pas très bien, que tout le monde disait ça va pas très bien, et que M. Jordan, il vient de démissionner. Et il a dit, ouais mais c'est pas grave, il y a un mec après derrière. Ma super stratégie là, qui est plutôt cool, il y a quelqu'un qui va la récupérer. Moi, voilà. Donc quand je commence à voir la voiture qui se prend un platane, qui rebondit, qui se prend le platane en face, ben, je me dis peut-être je suis optimiste et ça s'arrête. Ou alors peut-être que c'est le début du carambolage. Mais là, on en est là, pour l'instant. Donc ça, c'est un problème, et puis forcément, bah, ça a un impact sur le pouvoir d'achat, ça a un impact sur les emplois, ça a un impact sur les retraites, ça a un impact sur plein de choses. Si on va un petit peu plus loin par rapport à la BNS, le problème de la BNS, c'est que quand ils faisaient ça, normalement, ils devaient distribuer beaucoup d'argent au canton et à la Confédération. Et qu'ils ont dit, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté, on va faire un fonds pour pouvoir lisser. Quand ça va bien, bah, on met de côté, bah, comme un fonds d'épargne, quoi. Et puis, quand ça va moins bien, eh ben, on aura des réserves qu'on va quand même pouvoir distribuer. C'est comme l'assurance maladie. Sauf que c'est comme une assurance tout court. C'est-à-dire, quand vous avez le litige, après ils disent « Ouais, mais non, en fait, on a décidé de ne pas payer. Prouvez-nous qu'il faut qu'on vous paye. » Alors là, en ce moment, alors évidemment, normalement, c'est censé être un bonus. Les cantons et la Confédération, ils ne sont pas censés compter dessus. Mais en fait, le système, il comptait quand même un peu dessus. Et là, en ce moment, il tire la langue, certains. Donc ça, c'est un peu un problème. Donc, on va dire que la BNS, elle fait bien son travail. On va dire que moi, je ne suis pas une banque centrale, donc j'en sais rien et je ne peux pas me prononcer. On va dire que si moi, je faisais ça avec mes finances, ma femme, elle ne serait pas super contente et mon banquier, il me couperait. Donc, en tant que Suisse, ça me pose un peu un problème. Puis après, vous allez me dire, d'accord, mais la Banque nationale, elle investit. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Alors oui, effectivement, la Banque nationale, elle investit, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Elle a même des directives générales, elle a une charte qu'elle s'est fixée à elle-même, ça c'est pas la loi, c'est elle qui se l'est fixée, qui dit, nous on investit, parce qu'en fait ils veulent investir, ça c'est un peu le justificatif en général, ils veulent investir dans le plus de choses possibles, parce que comme c'est un très gros investisseur qui a énormément d'argent, ils ne veulent pas qu'on puisse leur reprocher de faire bouger les marchés. Donc ils disent, nous on investit dans tout. Alors
bon, ils n'investissent pas dans les bons du trésor de pays qui ne sont pas AAA, Amérique, Union européenne. Ils n'investissent pas dans des actions, dans des penny stocks ou ce genre de choses. Mais ils disent, voilà, on fait un petit peu... Oui. Qu'est-ce qui aurait changé s'il y avait eu 1% en Bitcoin cette année-là? Alors, si en 2022, ils avaient mis le même montant que ce qu'ils ont mis, ce qu'ils avaient en or à l'époque, quand ils sont venus présenter à la BNS, à l'Assemblée Générale, ils auraient fait un bénéfice de 35-36 milliards. Mais ça, c'est un peu difficile à dire, ils auraient fait un bénéfice. Ben, on prend le prix de l'or, Ouais. on prend la quantité d'or qu'ils ont par rapport au prix de l'or, par rapport à combien ils ont, qui est 5% des réserves. Et ils prennent à cette époque-là, je ne sais plus quand c'était, en avril 2022, ils achètent pour 50. Alors après, évidemment, ils achètent, ça fait bouger le prix, ok, bon. Ils achètent en faisant un DCA très discret, comme Michael Saylor a fait pour ne pas faire bouger le prix. Personne n'en parle. Au bout d'un moment, ils ont 50 milliards. Aujourd'hui, c'est 80 et des poussières. Ils n'auraient pas pu acheter à 50 milliards le prix total du Bitcoin, c'est 75. Alors, Lucius, en question, lui, il a fait le calcul vraiment avec tout le processus en disant, ils enlèvent, alors son calcul est plus compliqué, je ne me rappelle plus exactement, mais il disait, ils enlèvent 1 milliard de ce qu'ils investissent dans la bourse allemande ou dans Les obligations. les obligations allemandes, et à chaque année, ils enlèvent 1 milliard, ou chaque mois, ils enlèvent 1 milliard, et à la place, ils achètent du Bitcoin avec. Comme ça, ils ne font pas bouger le machin, et en même temps, ça lisse le prix d'achat, et il arrive plus ou moins au même montant à la fin. De toute façon, de base, on part du principe qu'à l'époque, ça valait 50 milliards, aujourd'hui, ça vaut 80 milliards. Enfin, le Bitcoin valait 1, aujourd'hui, il vaut 1,6, quoi. Et de toute façon, la perte qu'ils ont faite, c'était principalement sur des monnaies, c'était 65%. Alors c'était beaucoup sur des monnaies, mais c'était pas de la monnaie, c'était pas des pièces, hein. Ils n'avaient pas des petits rouleaux, c'est de la monnaie, mais c'est du bon du trésor, réhypothéqué avec... C'est grâce à ça que les entreprises suisses ont aussi vendu des contrats à ces années-là. Alors c'est pour ça que l'idée, c'est effectivement pas de dire vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. La question, c'est de dire si tout ce que vous êtes en train de faire, ça amène à ça, peut-être qu'il y a des changements à faire. Moi aujourd'hui, S'ils n'avaient pas fait ça, les entreprises suisses seraient complètement tombées en faillite. alors avec d'ici, on mettrait Paris en bouteille. Moi je pense que s'ils n'avaient pas fait ça, mais qu'ils avaient fait mieux, et que les entreprises en plus, elles avaient bénéficié de ça, et qu'en plus derrière, en faisant ça, ils avaient créé une dynamique vertueuse qui avait fait en fait un cercle vertueux qu'au bout d'un moment, les entreprises suisses auraient eu encore plus... J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'à une époque, ils disaient on doit protéger l'économie suisse, on va acheter des euros pour garder le prix plancher. Ben, c'était pas super. Puis ils ont fait ça, et puis quand ils ont arrêté, ben, c'était pas super comme ils ont arrêté non plus. Ouais, sauf Et qu'ils ça- ont et ça- ils ont arrêté avant les chiffres de l'année dernière, quand même. Donc, dans les chiffres de l'année dernière, il n'y a pas de support au franc suisse. Non, c'est pas directement le support, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font aussi des erreurs, c'est ça que j'essaie d'expliquer, que quand ils font des erreurs qui sont 3 fois plus coûteuses que des bénéfices exceptionnels, on va dire que s'ils avaient fait la moitié moins, Et j'essaie de comprendre en fait en quoi le fait de changer la constitution, de rajouter et Bitcoin, ben, permettrait d'éviter ça en fait. cette année-là, ils ont fait du bénéfice avec l'or, cette année-là, ils ont fait du bénéfice avec l'or. Là, il y a 100 milliards de pertes, on a dit ils vont faire 50 milliards. Donc du coup, en fait, on a divisé par deux. C'est pas mal. Basé sur des chiffres qui sont super pas transparents. Basé sur des investissements qu'on est obligé d'aller chercher à gauche, à droite et que vous n'allez jamais trouver sur le site de la BNS parce que le site de la BNS, il vous montre un bilan qui vous dit investissement étranger. Ouais. Et du coup, on essaie de régler le problème de la transparence de la BNS par le Bitcoin. Non, ce qu'on essaie de résoudre, c'est d'obliger la BNS à se justifier de pourquoi ils ne prennent pas du Bitcoin et dans le cadre de cette justification, d'avoir un peu plus de transparence. Et accessoirement, dans le cadre de ce débat, de faire en sorte qu'il y a des gens lambda, journalistes ou politiciens, qui n'ont jamais ouvert leur bouche, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues, et qui d'un seul coup disent « j'ai une bonne excuse pour dire vous n'êtes pas transparent ». Aujourd'hui, personne ne le dit. Mais si vous parlez un peu dans les coulisses, tout le monde le dit. Qui a peur de la BNS? Alors il y a des gens qui ont peur de la FINMA, il y a des gens qui ont peur de la BNS, il y a des gens qui ont peur de l'OMC, il y a des gens qui ont peur de plein de gens, et c'est normal.
Et moi aujourd'hui, si j'attendais ma prochaine réélection, je ne ferais pas de vague. C'est normal. Maintenant, moi, ce qui me pose un problème en tant que citoyen, c'est qu'on me dit, en tant que citoyen, vous n'avez pas votre mot à dire parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas économiste. Moi, je ne suis pas économiste. Je sais que moins 136 par rapport à plus 50, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est juste pas bien. Et il y a plein de gens qui ont eu des entreprises en Suisse, qui ont eu du franc suisse, qui ont eu de l'export, qui ont eu de l'import, qui ont eu plein de choses, que si aujourd'hui on leur dit, c'est pas grave, vous allez devoir virer du monde. Et puis c'est pas grave parce que votre steak qui valait 3 francs aujourd'hui vaut 6 francs. Ben, ok, on a protégé pendant un moment, mais c'est très artificiel, de la même manière que c'était artificiel quand ils achetaient de l'euro pour faire le prix plancher. Toute l'économie mondiale qui est artificielle. Exactement. Le problème de l'économie mondiale, c'est que si on est en Suisse et on fait de l'économie et on fait du commerce international, c'est une chose. Mais si, malheureusement, je suis obligé de sauter des slides maintenant, mais si dans le cadre de ça, la Suisse, elle dit, bah, c'est pas un problème, on va prendre 9 milliards chez Microsoft, 9 milliards chez Apple, 5,5 milliards chez Nvidia, 5 milliards chez Amazon, 3,3 milliards chez Meta, les œufs ici, ça fait 6 milliards chez Alphabet. C'est pas l'économie mondiale, ça. Ça, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est l'économie mondiale. Quelle était la taille du bilan? Quelle était la taille du bilan au début 2022? Ça fait combien en pourcentage? C'est 1000 milliards. 1000 milliards. Ouais. Parce que... Ah, mais la discussion, elle va continuer, mais dans le cadre de cette évolution-là, encore une fois, moi, mon but... Ne cherchez pas votre élection à la BNS plutôt, c'est pas plus simple. Mais la BNS, elle a des comptes à rendre à son board, elle a des comptes à rendre à son groupe, et puis moi, j'ai pas envie d'aller bosser à la BNS. Moi, je suis dans un système politique suisse qui est extraordinaire. Et ce système politique suisse, il est que le peuple a le droit de dire au gouvernement, on aimerait que vous posiez la question au peuple, s'il vous plaît. Ça, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est quasiment unique. Aujourd'hui, dans le cadre de ça, on a le droit de dire au gouvernement, vous allez dire à la Banque centrale qui a une manière de gérer les choses non optimale, qu'on aimerait qu'elle se passe. Non, parce que après, comme il dit, c'est l'économie mondiale. Il y a tout qui va mal, il y a tout qui va mal. Parce que la BNS, Je suis désolé, on doit rendre la salle Oui. sous peu. Alors, On va finir en 2 secondes. Moi, j'ai un autre problème par rapport à ça. Et cet autre problème, c'est que la BNS, elle ment. Donc, on va faire simple. La BNS, elle dit, on investit dans tout parce qu'on est cool, parce que Apple, Nvidia, mais on n'investit pas dans des entreprises qui font systématiquement des graves dommages à l'environnement. Et on n'investit pas dans des entreprises dont le modèle d'affaires repose principalement sur l'extraction du charbon thermique. Ça, c'est sur le site de la BNS. Et la BNS, elle a décidé d'avoir du Exxon et du Chevron pour plus de 2 milliards de dollars, 80% du fracking mondial. 100% du charbon, de l'énergie fossile, 100% des dommages à l'environnement. Le problème, si on veut vraiment creuser, je vais faire super vite, c'est que ces chiffres-là, la BNS, elle n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on les sait? Ça, c'est officiel. Mais pourquoi est-ce qu'on les sait? Parce qu'aux États-Unis, la loi, c'est que si vous êtes un investisseur qui investit dans la bourse américaine plus qu'un certain montant, vous êtes obligé de remplir des formulaires et de déclarer ce dans quoi vous investissez. La BNS ne peut pas se soustraire à ça. Elle est obligée de rentrer ça. Et à partir de ce moment-là, ça devient public sur des sites américains. Mais la BNS, elle ne vous le dit pas. En tant que citoyen, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. S'ils font ça et qu'ils gagnent du blé, je ferme les yeux, je suis suisse. S'ils font ça, ils perdent du blé, mon pouvoir d'achat, il en souffre, je ne ferme pas les yeux. Je vais voir le gouvernement et je dis, écoutez, bonjour, je vote, je suis un citoyen, je suis un contribuable, je suis suisse, et je n'ai pas envie de rendre des comptes au gouvernement américain. si c'était une question de principe, vous ne fermeriez pas les yeux, même si vous gagnez de l'argent. Non, je sais, je plaisante. Je plaisante et je me moque des Suisses. Donc là, je vous ai parlé donc, des 3 points principaux qui étaient pourquoi j'ai envie de faire ça, qui étaient then they fight you, parce que moi j'ai pas envie qu'un jour on me dise au fait on a décidé qu'on changeait les règles du jeu, puis maintenant tant pis pour vous, puis vous êtes un criminel. J'ai pas envie qu'on m'impose une MNBC qui me dit vous avez utilisé votre voiture cette semaine? Ouais, ah désolé, vous pouvez pas acheter de la viande. Parce que l'environnement, quoi, c'est problématique.
J'ai pas envie que la BNS elle continue à faire n'importe quoi parce que potentiellement ça peut devenir un gros problème. Et c'est pas comme si l'économie suisse elle était tellement incroyable avec 3 entreprises qui font de la pharmaceutique qu'on pouvait dire ouais mais c'est bon, on va passer la vague et puis tout va aller bien. Demain on peut en tant que Suisse, on est un petit pays, hein, on peut en tant que Suisse tirer la langue. Et puis le dernier truc c'est l'impact international parce que moi j'aimerais que la Suisse en fait elle rayonne plutôt en bien plutôt qu'en mal. Et du coup, je vous pose une question. Est-ce que vous savez qui c'est lui? Le mec qui a acheté le plus gros thon au Japon. Extraordinaire. Donc cette personne, c'est le Tuna King. C'est un type qui a acheté aux enchères le thon le plus cher du Japon. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il ne l'a pas fait qu'une fois, il le fait chaque année. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète un thon qui est la première enchère de thon au marché aux poissons de Tokyo. Pourquoi? Parce que c'est il est à la tête d'une entreprise de restaurants et donc il a plusieurs chaînes, etc. Entre autres de sushi. Et il paye 100 fois le prix du thon par rapport au prix au kilo. C'est-à-dire que c'est absolument pas rentable ce qu'il fait. Et il va comme ça à la première enchère, le premier thon. Et il bide, et à la fin, alors une fois c'était 1 million, une fois c'était 3 millions, et puis tout le monde le connaît si vous allez au Japon. Alors là, monsieur extraordinaire, je m'incline. Dans 10 jours. Pardon? Ben voilà. Je me prépare. Mais si vous allez au Japon, vous montrez cette photo, le mec qui fait comme ça et sa gueule, tout le monde sait qui c'est. Pourquoi est-ce que tout le monde sait qui c'est? Ben parce que quand il fait ça, vous le voyez, il est dans le matin. Il est dans New York Times, il est dans Reuters, il est chez France Info, Capital, j'en passe, c'est les meilleurs. Et au Japon, il est à la télé, dans le journal, pendant 20 minutes, interview, présentation, sa gueule, le nom de son entreprise, je ne sais pas s'il y a, bon, voilà, Sushi Zanmai, le nom de son entreprise, le nom du restaurant, sa photo devant son restaurant avec le logo en gros, etc. Ça, c'est le genre de publicité qu'on ne pourrait même pas s'offrir avec 3 millions. Lui, il dépense 3 millions et il a une émission de télé aux 20h qui fait la pub de son magasin, qui fait la pub de lui. Et après, à l'international, il est partout. Donc moi, ce qui m'intéresse par rapport à la Suisse, aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir ce rayonnement par rapport à Bitcoin, par rapport à la BNS, pour que ça puisse bénéficier à des gens qui ne sont pas forcément nous. Parce que nous, on est bien. Parce que c'est ça la réponse, c'est oui, mais nous, on est bien, tout va bien. Puis la BNS, ça va bien se passer. Puis au pire, on imprime un peu. Puis au pire, on augmente un peu les impôts. Puis ça va bien se passer. Mais le reste de la planète, ça ne se passe pas forcément bien. Donc nous, en tant que Suisse, j'aimerais qu'on ait un peu ce côté responsable de se dire, est-ce que notre adoption du Bitcoin, est-ce que notre dédramatisation du Bitcoin, qu'on a déjà avec les banques, mais qu'on aurait à un niveau gouvernemental, à un niveau national, est-ce que ça pourrait avoir un impact positif sur des pays que Agustin Carsten appelle les pays tiers? Et moi, ce que j'aimerais, c'est que Reuters publie cet article. Et j'aimerais qu'il publie cet article après qu'il y a eu une discussion, mais en vrai. Et c'est là où on y arrive. Bon, on n'y arrive pas, mais je vais vous le dire. On n'a pas besoin d'avoir le vote. On n'a pas besoin d'avoir les cantons et le peuple qui va voter. Parce que, faut être honnête, ça passera jamais. Même si on attend 5 ans, ça passera jamais. Monsieur X et Madame Y en Appenzell et Bâle-Campagne, ils ne vont pas voter pour dire à la BNS qu'ils doivent acheter du Bitcoin. Il ne faut pas se leurrer. Surtout si leur parti politique leur dit il ne faut surtout pas voter ça, ils ne vont pas le faire. Et même les 100 000 signatures, je ne suis même pas sûr de les avoir. Mais par contre, si dans le cadre de cette initiative au sens large, pas initiative populaire, mais initiative tout court, on arrive à faire en sorte que le reste du monde nous regarde et se pose des questions, moi je trouve ça assez phénoménal, je trouve ça assez intéressant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche que vous allez vous inscrire, suivre, tout ça, parce que vous êtes tous des gens très motivés. J'aimerais que vous partagiez ça. J'aimerais qu'un jour, quand j'écris à Saïda, je lui dis « Hey, tu peux faire passer une liste de signatures dans ton meet-up » et ben, que vous disiez « Je suis contre, mais je suis pour qu'on en discute ».
parce que ma signature, elle n'engage pas mon vote, elle engage juste le fait que je trouve qu'il y a un processus démocratique que je trouve intéressant. Et puis, dans le cadre de ça, bah forcément, je cherche des gens qui vont avoir envie de me rejoindre dans le comité. Alors, à chaque meet-up, j'arrive à grappiller une personne qui dit, ben oui, ben je pense que ça peut être intéressant, et puis je suis déjà exposé, puis je fais déjà des choses, et puis pourquoi pas, etc. Et disons, dans le cadre de ça, ben à un moment, de toute façon, si on n'est pas 7, on ne peut pas déposer le machin. Ça c'est clair, on ne pourra pas faire les signatures, le reste, ça part à la poubelle. Par contre, si on est 7, ben on peut commencer, et puis on se dit, ben si on arrive à choper les 100 000 signatures, ben c'est bien. Si on n'arrive pas à choper les 100 000 signatures, c'est pas grave, c'est la vie. Si on arrive à choper les 100 000 signatures et que ça passe en vote, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça passera en vote dans 5 ans. Moi, dans 5 ans, je suis à 99,9% convaincu que de toute façon, la BNS, à ce moment-là, entre maintenant et dans 5 ans, elle aura des bitcoins dans sa trésorerie. Je ne m'inquiète pas pour ça. Donc de toute façon, même dans 5 ans, même s'il y a les 100 000 signatures, même si ça passe au vote, et même si on n'a pas le vote, de toute façon, l'initiative populaire, elle est obsolète. Voilà. Dans le cadre de ça, je vous encourage vivement à me contacter, donc tout ça. Et puis, bon, bah, voilà, ça sera sur le groupe Telegram. Et puis, dans l'initiative btc.ch, il y a les liens vers LinkedIn, tout ça. Et du coup, bah, je ne sais pas combien de temps on a encore la salle, mais si vous avez envie qu'on discute, on discute. Oui, on peut poser des questions, Et- Barbe. Je pense. C'est toi qui décides. Oui, la discussion continue. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Si vous n'avez pas de questions au bar, mais que ça vous vient plus tard, eh ben, l'idée, c'est aussi d'avoir des questions sur le groupe Telegram pour que ça bénéficie à tout le monde. Et que ben, s'il y a quelqu'un qui pose une question, ben, tout le monde peut avoir la réponse et potentiellement d'autres gens qui peuvent en débattre. Voilà. Merci. Merci à vous.